Salut tout le monde, c'est Geoffrey, mais cette vidéo va réunir toute l'équipe d'Écran Large pour parler d'un sujet qui provoque beaucoup de débats entre nous et entre plein de cinéphiles dans l'absolu, les films de Quentin Tarantino. Quels sont les meilleurs, quels sont les pires et surtout pourquoi? Sur le site, on voit depuis des années à quel point les gens aiment quand on fait des classements pour classer les films d'une saga ou d'une carrière. On avait notamment fait un article sur la filmographie de Quentin Tarantino, ce qui avait donné lieu à beaucoup de débats et de bastons dans l'équipe en interne et encore plus dans les commentaires parce que tout le monde aime parler de Tarantino en bien ou en mal. On a donc décidé d'en reparler dans une vidéo pour partager le classement collectif de la rédaction d'Écran Large, garantie 100% subjectif et 100% personne n'est d'accord sur la place d'au moins un film au final. Avertissement néanmoins, contrairement à Tarantino qui considère que c'est un seul et unique film, on a séparé les deux Kill Bill. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque on les a vus tous les deux séparément au cinéma, en tant que film à part entière, donc on trouve ça plus intéressant de les aborder ainsi. Restez aussi jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on vous donnera les classements de chaque personne de l'équipe, comme ça vous pourrez voir à quel point on n'est jamais d'accord entre nous et surtout qu'il y a vraiment les pires goûts d'Écran Large. Spoiler, c'est... C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can tell. À la 10e place, on retrouve Boulevard de la Mort, ce qui montre notre très grande originalité à Écran Large pour un classement des films de Quentin Tarantino. En effet, pas du tout. En vrai, si Boulevard de la Mort est dernier de notre top, ce n'est pas du tout parce qu'on ne l'aime pas, mais bien parce qu'on trouve que c'est le moins bon. Car cette histoire de cascadeur-tueur, incarné par un super Kurt Russell en grand méchant, qui s'amuse à éliminer des femmes au volant de sa voiture à l'épreuve de la mort, donc Death Proof en anglais, soit le titre original, est franchement jubilatoire et correspond parfaitement à l'univers de Tarantino. Il y a les dialogues sur tout et rien, des pieds sensuels, du mauvais goût, de la violence un peu trash, une soundtrack du tonnerre et évidemment une ribambelle de clins d'œil à tout un pan de la série B et au Grindhouse, genre que Tarantino veut pasticher ici. C'est même assez malin dans sa structure puisque le film nous prend de revers, un peu comme un certain Psychose, pour relancer le récit en plein milieu. Et puis surtout, pour moi, il y a une scène de course-poursuite monumentale, à la fois angoissante, drôle et spectaculaire, ce que Quentin Tarantino n'a jamais refait depuis avec autant de virtuosité. Mais alors, pourquoi le mettre aussi bas finalement, vous allez me dire? Eh bien probablement parce que malgré ses qualités, Boulevard de la Mort ressemble beaucoup à un exercice de style un peu vain. Et oui, l'hommage au Grindhouse est ultra frustrant par exemple, puisque le style esthétique hyper tenu au début, avec le grain, la pellicule abîmée, le montage abrupt, se perd totalement en chemin. Et plus le film avance, plus Tarantino semble carrément oublier les clichés qu'il voulait remettre en avant. Et puis en vérité, soyons honnêtes, Boulevard de la Mort ne raconte pas grand chose de passionnant. D'ailleurs, il s'amuse avec un plaisir sadique à moquer, torturer, railler ses personnages féminins durant toute la première partie, ce qui me semble assez gênant parfois. Et Tarantino est d'ailleurs tellement obnubilé par son histoire de revanche, d'inversion des relations proie-prédateur dans le film, qu'il en zappe certains personnages, évaporés complètement du récit, sans raison, comme la pauvre Mary-Elizabeth Winstead. Bref, c'est très brouillon, et venant du Tarantino, c'est forcément un peu décevant, d'où cette 10e place dans notre classement. Alors entendons-nous bien, Inglourious Basterds, que nos classements respectifs ont placé à la 9e position, comporte quelques-uns des meilleurs moments de la carrière de Tarantino. L'introduction, bien entendu, restera à jamais un grand moment de suspense, et c'est peut-être là que le cinéaste prouve le mieux à quel point sa maîtrise des dialogues et de la direction d'acteurs en font bien plus qu'un simple rat de vidéoclub étalant ses influences avec le plus de sang possible sur l'écran. Mais il faut reconnaître que la générosité du film joue un peu contre lui et en fait un ride certes vraiment enlevé et souvent très drôle, mais parfois inégal. Le truc c'est que Inglourious Basterds introduit une nouvelle donnée dans son cinéma, une donnée qu'il avait déjà effleurée auparavant, mais qu'ici il assume franchement, l'Uchronie. Son rapport au cinéma prend une autre dimension. Selon lui, la série B et ses libertés sont capables d'altérer l'histoire, de se recréer une histoire alternative où l'horreur fictionnelle peut finir par éradiquer l'horreur bien réelle. C'est un geste cinéphile assez fort finalement qui désigne le 7e art comme une sorte de lieu de liberté absolue, quand bien même il emprunte à des genres excessivement codifiés. Mieux que ça, ce sont ces 10 codes qui nous permettent de nous percer d'illusions sur notre propre histoire, au moins pendant 2h30. Par ce biais, Tarantino nous explique pourquoi il adore autant les films d'exploitation et leurs règles établies. Derrière leur soi-disant rigidité se cache une forme de liberté cathartique assez surpuissante. Et en termes de catharsis revancharde, la dernière partie du film se pose là. L'idée est fascinante, mais elle reste secondaire dans une tarantinade finalement assez classique. Inglourious Basterds constitue ainsi presque le brouillon d'un film qui va pousser cette idée de la rédemption par le cinéma,
dans ses retranchements, mais bien plus tard. Est-ce qu'Inglourious Basterds est le meilleur film de Tarantino? Probablement pas, mais ça reste un jalon extrêmement important de sa filmographie, et pour ça, on l'aime bien quand même. En 8ème position, on a Django Unchained, ce qui me fait un peu mal parce que perso, c'est l'un de mes Tarantino préférés. En tout cas, c'est intéressant qu'il ait fini juste au-dessus d'Inglourious Basterds parce que je le vois comme la version plus aboutie de ce même film. En convoquant l'histoire avec un grand H, Tarantino interroge la place du cinéma comme outil de vengeance cathartique sur les oppresseurs du passé. Mais là où Inglourious Basterds se perdait un peu trop dans ses apartés, Django Unchained se veut plus ramassé, sans pour autant perdre de son ampleur dramatique. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si Tarantino nomme la femme de Django Brünnhilde en référence à l'anneau du Nibelung. La quête de l'ancien esclave arbore quelque chose de mythologique, ange vengeur d'une part occultée du western. Et c'est d'autant plus intéressant que c'est l'un des genres de prédilection du réalisateur, autour duquel il avait souvent tourné sans être totalement explicite dans ses citations. Avec Django Unchained, c'est aussi un cap que franchit Tarantino, qui analyse le rapport de son cinéma à la violence au travers de l'histoire de son pays qui s'est écrite dans le sang. Au-delà de la revanche, c'est bien un hors-champ que Tarantino convoque, d'où la nécessité de prendre son temps, trop peut-être selon mes camarades. Entre la tension de sa séquence introductive et sa parenthèse hilarante avec le Ku Klux Klan, Quelqu'un a un sac en trop à me prêter? Django Unchained installe avec vigueur son énergie pour capter l'horreur de l'esclavagisme avant l'iconisation jubilatoire de son héros. Les forces contraires se recoupent et explosent dans un bain de sang où se mêlent les voix de Tupac et de James Brown. Quel remix merveilleux! Pour certains, c'est aussi cette structure logique qui rend ce film moins original que d'autres films du cinéaste. Tarantino arrivera à faire encore plus fort et puissant avec son western suivant, et on va y revenir, mais Django Unchained est un sacré plaisir de cinéma, sublimé par son casting. Alors bien sûr, Jamie Foxx pète la classe et Christophe Waltz est toujours aussi charismatique, mais on retiendra surtout Leonardo DiCaprio, parfait en psychopathe ségrégationniste. En 7ème position, on a un Tarantino un peu spécial, Jackie Brown. Si je dis ça, c'est parce que quand j'ai expliqué à l'équipe que j'aimais bien ce film, quelqu'un a rigolé en disant que c'était le Tarantino que les gens citaient pour se donner un genre. Alors bon, je vais pas dire qui a osé me dire ça dans l'équipe, mais sachez que c'est quelqu'un qui aime beaucoup Mad Max et Godzilla. Et en fait, c'est pas complètement faux. Jackie Brown flirte souvent avec les extrêmes dans le cœur des fans, entre le vrai meilleur Tarantino pour les initiés et le Tarantino un peu intello et mal aimé, donc ça fait bien de le défendre. La vérité est probablement quelque part entre les deux pour cette adaptation de Elmore Leonard, à mi-chemin entre la simplicité de Reservoir Dogs et l'ambition narrative de Pulp Fiction. Parce que d'un côté, on a une histoire simple, une hôtesse de l'air échafaude un plan pour doubler un trafiquant d'armes et des flics lors d'un transfert d'argent dans un centre commercial. Alors ça, c'est très simple. Mais en même temps, on sent que Tarantino veut exploiter ça avec un petit truc en plus, d'où les multiples points de vue sur l'opération à l'arrache aux mônes. Le problème de Jackie Brown, c'est sûrement qu'il est arrivé après Reservoir Dogs et Pulp Fiction et avant le diptyque Kill Bill. Forcément, au milieu de tout ça, le film semble plus modeste, plus facile et surtout beaucoup moins fou et audacieux. Autrement dit, Jackie Brown serait un Tarantino mineur. Mais en fait, moi ce que j'aime dans ce film, c'est que derrière le Quentin Tarantino show, avec les gangsters et tous ces trucs un peu attendus, faciles et efficaces, il y a quelque chose de spécial, la simplicité des sentiments. Pour la première fois, Tarantino avait à cœur de raconter une histoire de femme et une histoire d'amour. Alors certes, elle finit dans le mur et dans l'amertume, mais c'est sur ça que le réalisateur termine son film, avec les adieux de son héroïne à Max. Ils se sont croisés le temps d'une parenthèse un peu folle, mais leurs routes se séparent finalement à cause de la peur, de la vieillesse et des doutes. Et pour une fois, Tarantino ne se cache plus derrière les mots. Il filme les acteurs, les super Pam Grier et Robert Forster, leur corps usé et leurs baisers d'adolescents un peu hésitants. Et à la toute fin, je trouve qu'on arrive à quelque chose d'un peu magique et magnifique. Donc un Tarantino mineur, ok, je comprends pourquoi on dit ça, mais pour moi, c'est plutôt un Tarantino mature. Avec en bonus 2 scènes de mort absolument réjouissantes, et vous savez évidemment desquelles je parle. Que dire de Pulp Fiction si ce n'est que son statut culte a amené son poster à trôner fièrement dans des chambres d'ados depuis les années 90. Bon, perso, j'avais celui d'Inglourious Basterds, mais ça marche aussi. Alors c'est sûr qu'avec le temps, le film est un peu devenu un cliché, forcément aimé par les jeunes cinéphiles et les mecs toxiques en manque de modèles virils, de la même manière que Fight Club. Mais ce n'est pas parce que Pulp Fiction a parfois été mal perçu ou interprété qu'il n'en est pas une œuvre fondamentale, non seulement pour son réalisateur, mais aussi pour les années 90. Parce qu'il faut bien reconnaître un truc, nombreux sont les réalisateurs qui rêveraient de faire un deuxième long métrage aussi maîtrisé que celui-là. Non content d'avoir remporté la Palme d'Or de 1994, Pulp Fiction a abasourdi le public comme la critique par sa proposition de narration radicale. Il y a plein de personnages,
et Tarantino prend un malin plaisir à tricoter le maillage qui va inévitablement les relier. Mais à ça s'ajoute une temporalité éclatée, des allers-retours qui veulent se faire remarquer et une volonté de cacher certaines des péripéties les plus importantes de son récit pour se contenter des interstices. C'est grâce à cette démarche qu'il a offert certains des protagonistes les plus cultes de cette période qui touchent par leur manière de se perdre dans des conversations faussement anodines. Qu'il parle du Big Mac, d'Ézéchiel chapitre 25 ou du prix d'un milkshake, Tarantino encapsule une certaine idée de l'Amérique, de ses rêves et de ses désillusions dans une ambiance de néo-noir. Mais ce qu'on tend à oublier, c'est qu'en titrant son film en référence à ces histoires pulp d'antan, le réalisateur impose déjà avec force son sens du remix, du mélange pop culturel qui trouve sa propre singularité dans des sous-cultures qui demandent à être réhabilitées. Les étoiles montantes d'Hollywood comme Uma Thurman et Samuel L. Jackson y trouvent un écrin rêvé auprès de ceux que Tarantino fait renaître comme des phénix, à commencer par John Travolta. Ça vaut aussi pour ses choix musicaux devenus mythiques qui aident à synthétiser l'émergence de son style tout en digression. Alors perso, on trouve qu'il a réussi à le transcender encore plus par la suite, mais ça n'enlève en rien à l'importance de Pulp Fiction dans sa carrière. Pour le milieu de ce classement, dans lequel j'avoue que moi, personnellement, je retiens assez peu de films, honnêtement, on arrive à l'un de ceux que malgré tout ce qui peut m'énerver chez Tarantino, j'adore. Et ce film n'est autre que Kill Bill 2, le second segment des aventures de la mariée vengeresse. Sorti juste un an après le premier Kill Bill, que j'adore aussi d'ailleurs, ce film était au départ censé n'en former qu'un avec son jumeau, d'où que Tarantino estime que les deux volets sont en réalité une seule et même œuvre. Il faut dire que si ce volet n'est pas tout à fait au niveau du premier dans nos cœurs, il est presque aussi génial. Toujours avec Uma Thurman dans le rôle principal, bien sûr, on y trouve, entre autres, toute la partie consacrée à Bud, le frère de Bill, incarné par Michael Madsen, les flashbacks de l'apprentissage de Beatrix auprès du maître des arts martiaux Pai Mei, et la confrontation avec la redoutable Elle Driver, toujours interprétée par Daryl Hannah. Là où ce volet, en comparaison du premier, perd un peu en côté pulp, radical et référencé, il gagne en émotion, puisqu'au fur et à mesure que la terrible vengeance de la mariée s'accomplit, celle-ci se rapproche de son ennemi juré et de celle qu'elle ne pensait jamais retrouver vivante. Alors oui, évidemment, Tarantino en fait des caisses sur les dialogues pompeux, pas toujours si profonds, mais qui s'écoutent parler, sur une certaine complaisance sadique, sans parler de la manière dont il a insisté pour que Uma Thurman prenne le volant elle-même lors d'une scène risquée et que l'actrice a fini par avoir un accident. Bref, Tarantino quoi. Mais du point de vue de sa narration, le film parvient à être l'un des plus haletants et des plus passionnants du cinéaste, ne laissant pas la place à la moindre minute d'ennui sur ces 2h17. Ajoutons à ça ces formidables scènes de combat, ces retournements inattendus, la manière dont les flashbacks répondent au présent, la relation toujours plus ambiguë et fascinante entre Bill et Beatrix, et enfin, le dénouement si cathartique qu'on attendait depuis la première image du premier film. Une conclusion en beauté pour un diptyque qui, pris dans son ensemble, est peut-être finalement la plus grande réussite du cinéaste. À la 4e place de ce top, voici le meilleur film de Tarantino, en tout cas selon moi, Reservoir Dogs. Je trouve vraiment que c'est son meilleur et je pense que beaucoup de cinéastes rêvent d'avoir un Reservoir Dogs dans leur filmographie un jour. Et quand on sait que cette petite pépite est le tout premier film de Quentin Tarantino, ça force un peu le respect. Pulp Fiction en effet a permis à Tarantino d'exploser grâce à sa Palme d'Or en 1994, mais c'est dès Reservoir Dogs que Quentin Tarantino a marqué les esprits du Festival de Cannes, où il avait été présenté 2 ans plus tôt en hors compétition. Cette année-là, le monde découvrait donc Tarantino avec une œuvre violente et tendue, blindée de répliques désormais cultes. Moi j'adore une réplique par exemple, c'est « Si tu me flingues en rêve, tu me demandes pardon en te réveillant », d'échanges savoureux sur la chanson Like a Virgin de Madonna ou le pourboire par exemple, et de séquences dans toutes les mémoires. Vous qui regardez cette vidéo, je vous défie d'écouter Stuck in the Middle with You sans penser à ce que vous savez si vous avez vu le film. Bref, concrètement, Reservoir Dogs contient tout le cinéma du futur Tarantino. C'est un faux huis clos, beaucoup plus ramassé et terre-à-terre que les œuvres qui suivront, et qui impressionne encore aujourd'hui par son écriture prodigieuse, son humour féroce, sa violence brutale, sa vulgarité mordante, et surtout l'intensité des rapports entre les personnages. Sa structure permet en effet au film de rebondir en permanence et de jouer à chaque coin de rue avec nous, en tant que spectateurs, pour découvrir qui est la fameuse taupe dans les rangs de cette bande de malfrats. Et en vrai, si on regarde bien, les petits indices ne manquent pas quand on regarde le film plusieurs fois. Reservoir Dogs est d'autant plus fascinant que Tarantino ne se contente jamais de son point de départ et repousse un peu plus loin les limites pour nous étonner. Dans le dernier tiers, il s'amuse même avec les strates narratives et les décors pour plonger le personnage de Tim Roth dans son propre monologue, littéralement. Et si c'était inventif visuellement, surtout pour un premier film, c'était déjà la preuve irréfutable des dessins précoces et humbles de l'auteur-réalisateur Tarantino de l'époque. Raconter des histoires et leur donner vie sur un écran, tout simplement. Autant dire que je ne comprends pas pourquoi il n'est que 4e.
de ce classement. C'est honteux. À la 3e place, on a Les 8 salopards. Avec ce 9e film, sorti début 2016 chez nous, on pouvait déjà constater que le sale gosse d'Hollywood était devenu plus sale mais moins gosse, avec un western plus rugueux et moins naïf que Django Unchained. Pourtant, on retrouve les principales caractéristiques du cinéma de Tarantino, sur le fond comme la forme, à commencer par le retour de Samuel L. Jackson, puis la violence débridée, le huis clos bien tendu, le récit chapitré et non linéaire, les dialogues incisifs et cyniques, sans oublier le brassage des genres. Du coup, le film navigue entre le western à la Sam Peckinpah et le whodunit à la Agatha Christie, mais avec un chasseur de primes cinglé en guise d'Hercule Poirot. C'est surtout la radicalité du scénario qui distingue Les 8 salopards. Bon, généralement, il n'y a pas d'enfant de cœur chez Tarantino, mais cette fois, il n'a pas cédé à la tentation de faire des 8 salopards du titre des anti-héros charismatiques ou bizarrement sympathiques comme il avait pu le faire avant. À la place, tout et tout le monde est dégueulasse et amoral, et aucune âme n'est plus rachetable qu'une autre. C'est donc une écriture sans chaleur et surtout sans compromis. Et je trouve que la mort qui encapsule le mieux cette idée, c'est celle de Daisy Domergue, une sorte de Calamity Jane sortie des enfers qui se fait malmener pendant tout le film avant d'être salement tuée, mais sans jamais inspirer la moindre pitié. De l'autre côté, ces bourreaux ne tirent pas une once d'héroïsme de cette exécution et finissent même encore plus pathétiques qu'avant, puisque pour chaque vie infernale, le film nous offre une mort pitoyable. Et puis il faut aussi glisser un mot sur la bande originale incroyable d'Ennio Morricone, une des dernières de sa carrière qui lui a valu son premier et malheureusement dernier Oscar. En 2e position, on a mon numéro 1 de Tarantino, même si la démocratie l'a relégué à la 2e place du classement collectif. Je parle bien sûr du jubilatoire Kill Bill volume 1. Ce film est devenu tellement iconique qu'on en oublierait presque qu'il n'était pas si tarantinesque que ça sur le papier. Parce que pour la première et unique fois de sa carrière, le cinéaste se privait de l'une de ses marques de fabrique, les dialogues. Dans Kill Bill, les gens parlent, oui c'est sûr, mais beaucoup moins que d'habitude. De quoi en faire une exception passionnante puisque sans les mots, il sort vraiment les armes et emballe un film d'action qui carbure à une seule et unique chose, le plaisir. Tout dans Kill Bill volume 1 est dédié à la satisfaction immédiate. Tarantino utilise la narration en chapitres éclatés pour réunir presque tous les meilleurs éléments dans cette première partie, qui s'ouvre directement avec le combat réjouissant contre Vernita Green. Et par la suite, les quelques respirations sont des gouttes d'eau dans cet océan de sang qui se termine avec un feu d'artifice et des geysers d'hémoglobine. Je parle bien sûr du tunnel de 30 minutes incroyable dans la villa aux feuilles bleues, qui compile les rires et les frissons, les cris et les silences, les couleurs et le noir et blanc. De Gogo Yubari au duel avec Oren Ishii, en passant par les dizaines de démembrements au rythme d'une BO géniale, la satisfaction est totale. Kill Bill, c'est aussi une certaine idée du film parfait de Tarantino, plein d'hommages, de références, de cinéphilie, avec par exemple la musique de Bernard Herrmann et le split screen à la De Palma pour le personnage de Ellie Driver, et bien sûr le costume à la Bruce Lee pour l'héroïne. Le réalisateur s'amuse à tous les niveaux comme un grand gamin, d'où un film ultra généreux et régressif qui assume absolument son ambition de super spectacle. Et bien sûr, il y a Uma Thurman, Kill Bill, c'est elle avant tout. C'est un rôle en or pour l'actrice et co-créatrice du personnage de The Bride, imaginé avec Tarantino pendant le tournage de Pulp Fiction, d'où le générique qui crédite l'histoire à Q&A pour Quentin et Uma. Au-delà de la prouesse physique évidente, il suffit d'un regard apeuré pendant un combat, d'un cri de douleur ou de quelques mots enragés pour que Beatrix Kiddo prenne vie et ne soit pas qu'une héroïne de cartoon. Ce qui prouve que Uma Thurman est vraiment une excellente actrice qui a malheureusement eu trop peu de bons rôles pour le démontrer. Vous l'avez compris, c'est bien Once Upon a Time in Hollywood qui se retrouve à la première place de notre classement, c'est-à-dire le film le moins tarantinesque de tous les Tarantino. C'est vrai qu'après Pulp Fiction, les deux Kill Bill ou même les 8 salopards, ce film a tout de l'anomalie dans la filmographie du réalisateur, qu'on a connu bien moins radin en action et en tripaille. Là, on est sur un récit plus mélancolique, plus sensible et émotif, qui sont pas des adjectifs qu'on emploie habituellement pour parler des films de Tarantino ou de Tarantino tout court. Mais voilà, Once Upon a Time in Hollywood, c'est le reflet fantasmé d'une époque charnière, donc l'aube du nouvel Hollywood, dont il dépeint les états de grâce autant que les dérives. Ça donne un film souvent contradictoire qui prend plaisir à flâner au milieu de ces personnages atypiques et des rues vintage de Los Angeles, sans visée unique ni message clair, ce qui veut pas dire sans parti pris. Une fois n'est pas coutume, il a opté pour plus de sobriété en laissant de côté ses gimmicks cartoonesques qu'il réserve plutôt au film volontairement ringard de Rick Dalton, donc l'acteur sur le déclin qui est joué par Leonardo DiCaprio. D'après moi, c'est d'ailleurs son meilleur rôle comique tellement il est hilarant de médiocrité et de suffisance. En fait, avec ce film,
Tarantino avait l'air d'accepter que son image de cinéaste pop et rebelle ait pu s'éroder avec le temps, d'où le fait de nous embarquer dans les errances de deux has-been au sein d'une société et d'une industrie qu'ils ne reconnaissent plus. En fait, ça aurait pu être le long métrage ultime idéal pour Tarantino, celui de la maturité, de la mise en retrait et donc presque de l'humilité, qui là encore n'est pas un mot qu'on associe très souvent à ce cinéaste. Voilà de ce qui en est pour notre classement Tarantino. Oui, on sait, vous n'êtes sans doute pas d'accord. De toute manière, je ne peux pas vous dire à quel point on est nous-mêmes pas d'accord entre nous. D'ailleurs, pour le constater, vous pouvez vous référer à nos tops individuels qui arrivent juste après. Et vous pourrez du coup décider qui fait réellement preuve de goût et qui n'en fait pas au sein de cette rédaction. Évidemment, mettez votre propre top en commentaire, on est curieux de savoir, et vous pouvez ajouter toutes vos meilleures blagues de pied. Bon alors là, on a choisi Tarantino, mais si ce genre de vidéo vous plaît, c'est évident qu'on pourrait en faire sur d'autres cinéastes. Alors même chose, n'hésitez pas à nous dire si ça vous plairait et de qui vous aimeriez qu'on parle. Et surtout, pensez à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, et peut-être même à vous abonner au site. Alors ça c'est pas gratuit, mais c'est pas cher, et ça nous aide à faire vivre cette chaîne, le site et aussi notre merveilleux podcast, La Réu d'Écran Large, dispo soit dit en passant sur toutes les plateformes d'écoute. Ah ciao, bon dimanche.